C'est bon, parfait. Bien, mesdames, messieurs, merci d'assister à cette conférence de presse qui est consacrée aux élections sénatoriales du 25 septembre, dont on entend, il faut bien le dire, relativement peu parler. Ce scrutin est pourtant le dernier rendez-vous électoral avant l'élection présidentielle du 22 avril 2012. Une élection, c'est vrai, particulière, puisqu'elle a lieu au suffrage universel indirect, donnant la parole non pas au peuple français, mais à ses représentants à l'Assemblée nationale, dans les conseils régionaux, départementaux et municipaux. Il s'agit là, en quelque sorte, d'un scrutin censitaire où les sénateurs ne sont que des élus des élus. Il est bien évident que cette configuration électorale nuit à la représentativité réelle des électeurs et fait du Sénat une institution à part dans notre système politique, échappant au nécessaire contrôle démocratique. Ce système est pour le moins critiquable au vu du rôle et de la place du Sénat dans la procédure législative française. Au même titre que les députés, les sénateurs votent les lois de la République, ils participent directement à l'élaboration des législations qui régissent la vie quotidienne des Français, ils occupent même une place de plus en plus prépondérante dans la vie politique française, si l'on en juge par le recours désormais récurrent aux commissions mixtes paritaires pour trancher un désaccord entre les deux assemblées, alors même que la Constitution accorde le pouvoir décisionnel aux députés. Bien que la Haute Assemblée joue aujourd'hui un rôle important dans notre système politique, elle est tout autant que l'Assemblée nationale et de manière plus marquée, peu représentative de l'opinion publique, et je le crois en décalage avec l'image que l'on peut se faire d'une démocratie moderne. C'est un système cadenassé, une assemblée verrouillée par les partis traditionnels, qui creuse le fossé entre des électeurs qui ont l'impression de ne pas être entendus et des élus qui, en raison du mode de scrutin, sont confortés dans l'idée de ne pas avoir de compte à rendre à l'opinion publique. Les élections sénatoriales ne doivent plus apparaître pour ce qu'elles sont, des élections de notables, qui se déroulent entre initiés d'une caste et dans l'indifférence générale des Français. J'en veux pour preuve, effectivement, la place très limitée qui est accordée à ces élections par les différents médias. L'exigence démocratique nécessite d'insuffler un vent de renouveau, de marteler, je le crois, qu'aucune assemblée, quelle qu'elle soit, ne doit échapper au gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La représentativité parlementaire est indissociable d'une démocratie vivante et ouverte, et c'est dans ce souci d'associer en permanence l'ensemble des Français aux décisions qui les concernent que le Front National, vous le savez, plaide pour l'instauration de la proportionnelle intégrale à toutes les élections. Tout comme il le fait lors de chaque consultation électorale, le Front National présentera des candidats et des candidates dans 36 des 38 départements qui sont concernés par ce renouvellement. 40 candidats et suppléants dans les 20 départements où l'élection se fait au scrutin majoritaire, 122 candidats dans les 16 départements où l'élection se déroule au scrutin de liste proportionnelle. Cette élection, par essence inéquitable en raison de son mode de scrutin, s'apparente, il est vrai pour le Front National, à une opposition du pot de fer contre le pot de terre. J'allais presque dire que c'est une injustice au second degré, puisque les modes de scrutin organisés pour les élections, notamment régionales, générales et nationales, font que nous sommes privés des représentants que nous devrions pourtant avoir, et que par un effet direct, eh bien, cette élection sénatoriale s'apparente aussi en une élection profondément injuste, où la voix du mouvement qui est le nôtre est peu ou pas représentée. Les moyens financiers des partis du système sont évidemment sans commune mesure avec ceux dont nous disposons. Nos candidates et nos candidats, qui sont ancrés dans leur territoire, n'ont que leur détermination, leur conviction, leur force de persuasion à offrir, quand ceux de l'UMPS s'appuient sur de véritables machines de guerre électorale. Excusez-moi de parler d'un sujet qui fâche, mais on a évoqué il y a un certain temps, à juste titre je crois, l'usage qui est fait de la réserve parlementaire. 58 millions d'euros par an, et notamment 58 millions pour l'année 2010. Celle-ci est mise à disposition des sénateurs et est utilisée généralement dans l'entretien du clientélisme électoral, des capacités logistiques et financières conséquentes, des soutiens médiatiques de poids. Et il suffit de mesurer le fossé existant entre les moyens mis à disposition des formations politiques concourant à l'élection pour constater que les règles du jeu ne sont pas les mêmes et que la compétition est forcément tronquée.
Les sénateurs en campagne se servent de cette réserve parlementaire pour aller faire des promesses brutalement, alors que des projets attendaient depuis 2 ans et demi. Le maire reçoit enfin la lettre qui lui explique que son projet sera financé grâce à la réserve parlementaire. Bon, évidemment, en l'occurrence, personne n'est dupe des raisons pour lesquelles tous ces dossiers se débloquent à quelques jours ou à quelques semaines des élections sénatoriales. Eh bien, il n'en reste pas moins que le Front National est bien décidé à faire entendre sa voix et à perturber, en l'occurrence, ce scrutin. Il s'agit, je crois, d'apporter aux Français un vrai choix entre des représentants d'un système qui défendent peu ou prou la même politique et les mêmes candidats, et nous aurons à cœur de promouvoir la démocratie directe, la justice sociale, la protection des intérêts des travailleurs français et la préservation des communes et des territoires. C'est vrai que le Sénat a été longtemps perçu comme une institution aux compétences et aux prérogatives confuses. Le Sénat souffre incontestablement d'un défaut de lisibilité et le travail de ses élus d'une réelle transparence. Cela tient peut-être au caractère de ces élus d'ailleurs, qui ne sont pas portés vers l'expression à destination du peuple français. À quoi servent les sénateurs? Les Français seraient bien en mal d'y répondre, tant ces élus sont, je crois, coupés des réalités et déconnectés des souffrances des Français. Ils renvoient, cette assemblée, elle, renvoie à une image d'assemblée de notables qui ne connaissent en l'occurrence ni la crise, ni les différentes politiques d'austérité. Les sénateurs ont approuvé le matraquage fiscal, la régression sociale, les plans ruineux de sauvetage de l'euro, défendent dans le même temps jalousement leurs coûteux et confortables privilèges, une indemnité de fonction qui échappe à l'impôt sur le revenu, des primes diverses, des facilités d'emprunt, la gratuité des voyages en première classe au réseau SNCF, aussi bien pour les sénateurs en activité que pour ceux qui sont à la retraite, et cette liste n'est pas exhaustive, d'avantages divers qui sont pour le moins indécents au moment où les Français sont appelés à se serrer régulièrement et de plus en plus la ceinture. Même si cette campagne se déroule comme à l'accoutumée dans l'indifférence générale, il faut que nos compatriotes le sachent, les sénateurs de droite comme de gauche portent une lourde responsabilité dans la crise qui frappe notre pays. C'est vrai qu'ils ne sont pas en première ligne en termes de responsabilité et pourtant, ils sont co-auteurs. Loi de finances, loi ordinaire, loi de financement de la sécurité sociale, loi organique relative à l'organisation des pouvoirs, c'est vrai que le champ d'application et de compétences des sénateurs est large. Et le moins que l'on puisse dire est qu'ils partagent avec leurs collègues du Palais Bourbon, encore une fois, la même culpabilité dans le crime commis contre la nation, contre sa souveraineté, contre sa prospérité, contre ses libertés, et la responsabilité toute particulière de son organisation territoriale. Cette conférence de presse doit être l'occasion de rappeler quelques vérités trop vite oubliées. Le Sénat a en effet adopté, sans faiblir, la fumeuse loi de réforme des collectivités territoriales, véritable usine à gaz, qui au nom d'une prétendue simplification administrative vise à entériner la disparition des petites communes rurales au profit de métropoles et de communautés de communes dévoreuses de crédit public. Ce renoncement à la mission de service public de tout le public, aussi bien celui qui est en zone urbaine qu'en zone rurale, s'inscrit, je crois, dans cette logique de démantèlement progressif des divisions administratives du territoire, auxquelles nous, au Front National, nous sommes particulièrement attachés, vous le savez, communes, départements, nations, qui, je crois, constituent le ciment de l'État-nation, quand nos adversaires politiques sont, eux, attachés plutôt à communautés de communes, régions, Europe. Ce replâtrage administratif n'est évidemment pas sans conséquence pour l'avenir des dizaines de milliers de petites communes et de leurs habitants. Au nom de la réduction des dépenses publiques, les bonnes et non les mauvaises, auxquelles le système refuse obstinément de s'attaquer, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans d'autres circonstances, cette réforme territoriale entraîne de facto la disparition des services publics de proximité. Crèches, écoles, bureaux de poste, maternité. La fusion de structures spécifiques telles que le regroupement des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture qui répond là aussi à une logique purement comptable et vise à privatiser à tout va des pans entiers des services relevant du domaine public.
Je vous rappelle que j'avais soulevé cette difficulté lors des problèmes avec la neige, hein, parce que maintenant, quand il y a 3 cm de neige, le pays s'arrête, et il s'arrête justement parce qu'on a transféré un certain nombre de prérogatives, et que donc celles-ci ne sont tout simplement plus remplies. Cette réforme mal ficelée se traduit par la baisse continue des effectifs et la suppression de nombreuses subdivisions territoriales qui rendent de plus en plus difficile l'accès à des services qui sont essentiels. Voirie, ingénierie, assistance aux projets des communes, urbanisme par exemple. Elle entraîne les mêmes conséquences d'ailleurs pour les professionnels du monde agricole, la sécurité sanitaire et environnementale et l'enseignement agricole. Dans cette longue liste des coupes claires opérées dans les services rendus au public, nous n'oublions pas, et nos candidats ont évoqué ce sujet régulièrement auprès de leurs électeurs, les pompiers volontaires, qui sont 200 000 et dont le statut est menacé par une directive européenne. Ce problème va être un problème considérable. Front National avait déjà alerté d'ailleurs les Français sur les dangers de cette directive lors des élections régionales et cantonales qui aboutirait, si elle était adoptée, à la fermeture de centaines de centres de secours situés hors des grandes agglomérations, avec les conséquences que l'on imagine, aussi bien pour la sécurité des Français que pour le tissu économique local. Au moment où notre pays plaide pour la multiplication dans un certain nombre de pays pauvres, de centres de soins, de centres de sécurité, nous on fait exactement l'inverse, on les détruit, rallongeant d'autant, évidemment, le temps d'intervention nécessaire. Permettez-moi de vous dire que si vous avez le feu à la maison et que les pompiers mettent 1 heure à arriver, il y a quand même de grandes chances pour que vous ne retrouviez pas grand-chose au moment où ils arriveront. Alors, il n'échappe à personne que cette réforme, cette prétendue réforme territoriale, avantagera en réalité exclusivement les villes et les grandes communautés de communes, au détriment des petites communes rurales qui sont condamnées à se fondre de gré ou de force. Et en réalité, de gré ou de force, à disparaître. C'est avec l'aval du Sénat, longtemps considéré comme le représentant des petites communes et de leurs habitants, que ce coup de Jarnac a été entériné. Ce sont les sénateurs UMPS qui ont sciemment trahi ceux qu'ils étaient censés défendre. Eh bien, c'était un autre choix que nous convions les grands électeurs, et parmi eux les dizaines de milliers d'élus des communes rurales, qui sont les grands oubliés et les premiers sacrifiés de cette politique gouvernementale. Si de vraies économies sont à réaliser, elles ne doivent pas se faire sur le dos des Français et au détriment des services publics de qualité. C'est aux politiques de décentralisation, à leurs défauts, à leur excès, qu'il faut avoir le courage de s'attaquer. Ce que la Cour des comptes a fait à de multiples reprises dans un nombre important de rapports qui n'ont évidemment jamais été suivis des faits. Vous avez bien vu que les décentralisations, c'est même pas la décentralisation, c'est les décentralisations, ont compliqué en réalité à l'extrême les politiques publiques, désorienté l'usager, détruit les services publics et affaiblit l'État dans sa dimension stratégique, alors que dans le même temps apparaissaient des féodalités locales et s'aggravaient les inégalités entre territoires et entre Français. Moi je pose juste la question, quid du pouvoir aujourd'hui du petit maire dans une communauté d'agglos, dans une communauté de communes? À cette complexité et à cette inefficacité de cette politique s'ajoute le coût toujours plus élevé. Il faut dire qu'à chaque fois qu'on fait une strate, évidemment, ça multiplie par 2 le coût. À chaque fois qu'on fait une strate, c'est la multiplication des embauches, notamment des effectifs de la fonction publique territoriale. Vous savez que je combats de manière assez vigoureuse cette explosion de la fonction publique territoriale et la multiplication des dépenses publiques qui en résultent, sans d'ailleurs amélioration des services rendus, tout en défendant la fonction publique d'État qui, elle, subit des saignées massives alors que, je le crois, elle répond réellement à un besoin de service. Alors, devant ce bilan négatif, il est temps de revenir à une conception plus efficace et juste de la répartition des compétences. Cela passe par le maintien de la commune et du département comme échelon de proximité essentiel, tout comme l'État demeure l'échelon stratégique incontournable face notamment à la mondialisation.
Le maintien et le renforcement de ces 3 échelons demeurent vitaux dans le processus de redistribution des richesses et dans l'application du principe de solidarité nationale entre communes riches et communes pauvres. Les élections sénatoriales seront dans quelques jours l'occasion de réaffirmer le rôle prépondérant des communes et des départements dans l'organisation administrative de notre pays. Elles doivent, je le crois, permettre au Sénat de retrouver la place et le rôle qui lui est dévolu, la représentation et la défense des élus locaux et des petites communes. Au-delà de l'élection à proprement parler, qui se résume bien souvent, comme on a pu constater, avec la multiplication de listes dissidentes à une quête éperdue de titres et de privilèges, c'est l'avenir de notre organisation territoriale qui est en jeu, la continuation et le maintien du service public dans l'ensemble du pays, la défense de la ruralité, de ceux qui y vivent et de ceux qui en vivent. Eh bien, les candidats du Front National seront les porte-voix de ces millions de Français oubliés, des élus dont les revendications se perdent dans les couloirs feutrés du palais de Luxembourg et qui ont été abandonnés par le système, ont justement dimanche la possibilité de se faire entendre. Je crois qu'il est de leur devoir de faire souffler le vent du pluralisme, ça leur changera, ça les changera, il faut bien dire, hein, dans une assemblée qui est sourde aux aspirations du peuple français. C'est de leur devoir d'assurer aussi une réelle représentativité des opinions et des projets politiques. Il est de leur responsabilité d'élire des femmes et des hommes véritablement soucieux de défendre les intérêts et la pérennité des communes. Je pense que le Sénat aujourd'hui, comme l'Assemblée nationale, demain, ont besoin de changement, d'innovation et d'une véritable force de proposition. Et il me semble que seuls des sénateurs Front National seront à même de remplir ces missions au service de la France et des Français. Vous savez pertinemment que ces élections sénatoriales, cette année en particulier, vont être évidemment scrutées par les appareils politiques. UMP et PS vont regarder de très près les résultats dans leur globalité de ces élections sénatoriales. Eh bien, je pense qu'ils vont également scruter de très près les résultats que vont pouvoir enregistrer les candidats du Front National. Nous avons un potentiel de voix, hein, comme l'ensemble des partis d'ailleurs. Notre potentiel de voix est de 50 voix, puisque nous sommes sur la moitié des départements, je vous le rappelle, et que nous n'avons quasiment que des conseillers régionaux à peu de choses près. Bon, 2 conseillers généraux et un certain nombre de petits élus qui se sont maires, qui se sont déclarés. Mais c'est à peu près une 50aine d'électeurs sur lesquels nous pouvons compter. Je crois qu'il sera très intéressant, effectivement, de vérifier combien les candidats du Front National peuvent réunir autour d'eux et quel sera le delta entre notre potentiel électoral et le résultat définitif de ces élections sénatoriales. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres d'ailleurs? Cette empathie que vous exprimez pour les maires, les petits maires, les communes, etc., c'est aussi une façon de solliciter leur parrainage avant la présidentielle, ou ça n'a vraiment rien à voir? Non, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Ça fait très longtemps, vous savez que le Front National s'est positionné auprès des petites communes, ça fait très longtemps qu'il se plaint de la manière dont a été opérée la décentralisation, de leur perte de pouvoir, de la désertification rurale. Ça ne date pas d'hier, on a soulevé ces problèmes lors des cantonales, on a soulevé ces problèmes lors des régionales, on les soulève d'ailleurs depuis de nombreuses années. Et je vous rappelle que le document administratif que les maires peuvent donner à tel ou tel candidat n'est pas un vote. Je crois que ce serait alors pour le coup une erreur que de vouloir essayer de confondre les votes au sénatorial et ces parrainages, puisque, encore une fois, le parrainage n'est pas un vote, ou alors ça voudrait dire qu'on n'a définitivement rien compris au fonctionnement de la 5e, et qu'il y aurait donc un vote censitaire pour élire ceux qui ont le droit d'être candidats. Bon, c'est pas du tout le sens de cette procédure dont je tiens quand même à vous rappeler que Nicolas Sarkozy avait promis de la modifier, une fois de plus, et qu'une fois de plus, le débat existe toujours au moment de l'élection présidentielle.
Au moment de l'élection présidentielle, on fait toujours des grandes promesses. Alors un coup, on promet que la liste des maires sera plus anonyme, l'autre coup, qu'on élargira les conditions de recueil de ces parrainages, et en règle générale, rien n'est jamais fait. On se retrouve toujours dans la même situation. Et là, vous les avez là, vous aussi, tout ? Je les ai là comme ça, non, je ne les ai pas en claquant des doigts. D'abord parce que nous ne pouvons jusqu'au mois de janvier recueillir que des pré-engagements. Puisque la loi, complètement stupide d'ailleurs, qui consiste à obliger les candidats à récupérer les formulaires définitifs en l'espace de 15 jours, ça n'apporte strictement rien au débat. Ça pose même, pour en avoir discuté avec le CSA, ça pose même des problèmes au CSA, puisque par définition, les médias sont censés se caler sur ce calendrier de recueil définitif des maires pour mettre en place l'équité entre les candidats dont on sera sûr qu'ils le seront. Bon, or ça intervient très tardivement dans la campagne, parce que je crois que c'est au mois de février. Le dépôt définitif est au mois de février. Et encore une fois, on pourrait très bien envisager de modifier cette règle et d'autoriser les parrainages à être recueillis dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre. Qu'est-ce que ça apporte, encore une fois, de contracter ce délai de recueil. Donc nous sommes actuellement sur le terrain pour récupérer, pour aller chercher les pré-engagements de signatures, étant entendu, et vous le savez aussi, que par le passé, nous avons eu sur ce sujet quelques déconvenues. À ce stade, c'est plus facile avec vous que ça l'était avec votre père ? Écoutez, au moment où je vous parle, nous n'avons pas, compte tenu du calendrier, nous avons fonctionné sur le même calendrier que celui de 2007. Pour l'instant, nous n'avons pas enregistré de difficultés majeures, mais nous n'en sommes qu'au début du recueil de ces pré-engagements. Si au cours de cette procédure, j'étais amené à avoir des difficultés ou à penser ou à ce qu'on me prouve qu'il y ait effectivement à nouveau des pressions qui sont effectuées, évidemment, j'en tiendrai tout naturellement informer les Français par votre intermédiaire. L'euro et l'Europe sont des motifs de votre campagne, des sujets forts de votre campagne. Vous avez vu que ce matin, l'un des commissaires a avoué que finalement, il faudrait peut-être continuer à recapitaliser les banques européennes, qu'il allait en tout cas prolonger la possibilité pour les États de recapitaliser les banques européennes. Quelle est votre réaction là-dessus ? Je pense que le mensonge qui entoure la situation de la zone euro commence à se craqueler. Voilà. Le mur du mensonge monté par nos élites, qu'elles soient politiques ou économiques, parfois d'ailleurs les deux en même temps, compte tenu de la confusion qui existe dans notre pays, se craquelle sous l'effet de la vérité qui pointe. et on a eu un débat hier soir sur ce sujet chez vos confrères de France 2. Aujourd'hui, nous savons qu'un certain nombre d'États réfléchissent à la sortie de l'euro, sauf, semble-t-il, la France. Ce qui ne m'étonne guère, parce que quand on est dans une utopie telle que celle qui a cours au niveau du gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'est pas très étonnant. Mais c'est en revanche très inquiétant. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui sont prêts à parier leur patrimoine sur la survivance de l'euro. Et ce qui s'évoquait encore il y a quelque temps en années, s'évoque aujourd'hui en mois. Bon. Donc j'ai regretté d'abord que ce débat n'ait pas lieu en France, qu'il ait été manifestement étouffé, que ce sujet soit totalement tabou. Et je suis amené depuis un certain nombre de jours à regretter que, au plan planifié, concerté, réfléchi, organisé de sortie de l'euro avec nos partenaires européens, dont l'initiative aurait pu et pourrait encore d'ailleurs être prise par le couple franco-allemand, eh bien, se soit substituée la panique, la catastrophe, les propositions qui fusent en tous sens, et peut-être demain d'ailleurs, la décision qui sera dramatique de jeter, sans préalable, la Grèce hors de la zone euro, entraînant dans son sillage, évidemment, les banques européennes, les banques françaises, et déclenchant ce dont personne ne parle, le processus destructeur des CDS, qui sont les assurances contre les défauts, dont personne ne sait exactement quelle est l'étendue de l'exposition effectivement de nos banques.
Quelle que soit la rapidité du processus de désagrégation de la zone euro, je pense qu'il est aujourd'hui urgent de prendre la décision de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. C'est-à-dire les banques de dépôt et les banques d'activité spéculative. Plutôt l'activité spéculative des banques d'un côté et l'activité dépôt et crédit de l'autre. Et que l'État entreprenne la nationalisation temporaire et partielle des banques, exclusivement bien sûr, des banques de dépôt. Et ce, pour protéger les dépôts des Français, pour protéger leur patrimoine et leurs fonds qui sont évidemment dans les banques. Cantonal, vous dites que vous serez présent au cantonal, au sénatorial, pardon, vous serez présent dans 36 des 38 départements. Quels sont les 2 départements où vous ne serez pas là? Je crois qu'il y en a. Oui, c'est ça, il y a eu le Lot. Problème de dépôt de liste, ce sont des choses qui arrivent. Et le 75, une formule a été retenue. Voilà, et le 75, où nous soutenons un candidat, mais où nous n'avons pas de liste Front National. Est-ce que vous regrettez qu'Alain Dumay ait finalement refusé de faire apparaître sur ses bulletins de vote et sur sa liste la mention soutenue par le Front National, qui était visiblement prévu, et en plus il a 6 militants du Front prévu, National. En tout cas, ça a été suggéré. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le cas sur sa profession de foi. Il m'apparaît que sur sa profession de foi, il y a marqué soutenu par le Front National. Bon, donc si ça n'est que sur son bulletin de vote que ça n'est pas marqué, après tout, c'est un choix qui lui revient. Bon, c'est écrit en petit sur la profession de foi. Hein. Pardon? Il est écrit en tout petit sur la profession de foi. Oui, c'est une profession de foi, c'est une profession de foi. Il y a 6 personnes, je crois, du Front National sur sa liste, dont Hubert de Beaufort, dont Michel Griotret, qui sont quand même relativement connus. Bon, après, c'est un choix tactique de M. Dumay. Vous savez, la situation de M. Dumay est un peu celle de Jacques Perrat au cantonal. Hein. C'est-à-dire que c'est un candidat qui est soutenu par nous, mais qui n'est pas un candidat du Front National. Donc, de la même manière que la suppléante de M. Perrat au cantonal était du Front National, il y a sur la liste de M. Dumay 6 candidats qui appartiennent au Front National. Et vous n'avez pas envisagé justement de retirer les militants Front National de la liste et en présenter une estampillée Front National à Paris? Ah non, juste cette hypothèse n'a pas été envisagée, non. Vous êtes favorable au maintien du département comme structure de base. Ça veut dire que vous êtes favorable au maintien de l'organisation du territoire comme il est aujourd'hui? Nous avions fait des propositions extrêmement précises à la commission qui était chargée de cette réflexion à l'époque. Et nous avions proposé, il me semble, la meilleure organisation qui soit, à savoir, et qui portait d'ailleurs sur le mode de scrutin, à savoir un mode de scrutin comme les communes, comme Paris-Lyon-Marseille au municipal. Vous voyez, c'est-à-dire que les premiers, les élus territoriaux, il y aurait eu des listes d'élus territoriaux, des listes départementales, avec une élection à la proportionnelle, dont les premiers de liste auraient été aussi conseillers régionaux. Et il nous a semblé que cette organisation répondait à la nécessité de simplification, incontestablement à la nécessité aussi de réduction des coûts, et nous apparaissait être beaucoup plus susceptible d'être représentatif, clairement, de l'ensemble des habitants français. Mais dans cette disposition, c'est vrai que le département conservait une importance considérable, les élus régionaux n'étant en quelque sorte que les coordinateurs des politiques départementales au niveau de la région. Alors, un tout autre sujet, madame. Cet après-midi à l'Assemblée nationale, il y a la Convention nationale de l'UMP sur la défense. Et évidemment, une de leurs propositions, c'est que les jeunes naturalisés fassent désormais allégeance aux armes et aux armées. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est encore un serment, c'est ça? Ah, l'américanisation, qu'est-ce qu'on aime ça, hein, chez Sarkozy, hein, les États-Unis, etc. Ils vont bientôt nous sortir la Bible pour qu'on fasse le serment dessus, dis donc. Je pense si ça continue comme ça. Je pense que l'UMP se berce d'illusions
sur ce sujet, comme sur tant d'autres d'ailleurs, comme ils s'étaient bercés avec leur contrat de citoyenneté, comment dire, ils avaient fait des manifestations dans les mairies pour accueillir. Voilà, je crois. Oui, c'est ça, de naturalisation. Je crois que ce qui est du papier reste du papier. Je pense que si effectivement il y a une réflexion à mener, peut-être doit-elle se mener, en tout cas c'est celle que nous menons, nous, avec le CAP de défense, doit-elle se poser sur l'existence d'un service national et non pas d'un service civique, parce que je suis très opposé au service civique, qui consiste à aller faire balayer les feuilles par des jeunes payés 3 francs 6 sous. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui soit susceptible de créer une cohésion et un sens profond de l'appartenance à une nation, mais un service national restreint, probablement, de 2-3 mois, qui permettrait effectivement cette mixité qui fait l'objet aujourd'hui d'une certaine nostalgie, qui permettrait la prise de conscience de l'appartenance à la nation, de la nécessité accessoirement de la défendre, avec peut-être des périodes de réserve, un peu sur le modèle de ce qui se fait en Suisse. Ceci n'est pas encore arbitré, ça le sera assez rapidement puisque notre programme sortira au mois de novembre, mais voilà qui m'apparaît beaucoup plus efficace que des serments ou des paroles ou des contrats que l'on demanderait à tel ou tel naturalisé de signer. Est-ce que vous pouvez nous confirmer une information qui est sortie aujourd'hui dans le nouvelops.com selon laquelle Florian Philippot sera votre directeur de cabinet de la campagne présidentielle? Je croyais que c'était Nicolas Crochet, moi. Incroyable, ça change tous les 15 jours. Je rendrai public mon organisation de campagne la première semaine d'octobre. Donc pas d'affirmation non plus. Je rendrai public mon organisation de campagne la première semaine d'octobre. Peut-être le 5. Est-ce que vous pensez à réduire le 6. Est-ce que vous pensez à réduire les indemnités, les retraites des sénateurs? Vous aviez parlé de quelque chose. Écoutez, je pense en tout cas qu'il y a des systèmes occultes qui se sont mis en place et que le simple fait qu'ils soient occultes démontre qu'ils ne doivent pas être si honnêtes que cela. Bon, il n'y a absolument aucune raison pour qu'il y ait des systèmes de retraite qui se mettent en place de manière complètement occulte, c'est-à-dire que les Français ne les connaissent pas, et qui permettent, semble-t-il, à certains sénateurs de pouvoir obtenir des retraites qui soient, sinon égales, presque parfois supérieures aux indemnités qu'ils touchaient. De toute façon, je suis pour une grande simplification de ces indemnités, y compris d'ailleurs pour le président de la République et les ministres, puisque j'ai proposé que tous les députés, sénateurs, ministres et présidents de la République inclus touchent la même indemnité. Le parquet de Paris vient de requérir la relaxe de Jacques Chirac dans les emplois fictifs. Vous avez une réaction? J'aimerais d'abord savoir sur quel fondement, parce que... J'ai eu l'alerte là. Voilà, c'est ça, c'est que si c'est sur un fondement juridique ou si c'est sur un fondement médical. Je pense que nul au pouvoir n'avait intérêt à se constituer, semble-t-il, des ennemis quelques mois avant la présidentielle. Je pense que ces instructions qui ont été données au parquet sont évidemment des instructions politiques, puisque dans des dossiers comme cela, vous imaginez bien que ce n'est pas le parquet qui décide lui-même s'il relaxe ou s'il demande la relaxe ou s'il fait des réquisitions pour entrer en voie de condamnation. On ne s'en cache en l'occurrence même plus. La plume étant serve et la parole étant libre, eh bien, je vois que dans le cas du procès Chirac, la plume et la parole sont serves. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de justice à Aix-en-Provence, je crois, où un juge a accordé à Fatima et Mohamed le droit de changer de prénom pour des questions d'intégration? Ils deviennent donc Kevin et Nadia. Écoutez, oui, c'est bien. C'était par peur du racisme, etc. Pourquoi par peur? Vous êtes allé leur parler? C'est la mère qui ne voulait pas être limitée à ses fonctions de femme de ménage et qui ne voulait pas que ses enfants vivent la même chose qu'elle. Peut-être que cette femme a voulu donner un signal qu'elle entendait faciliter l'assimilation de ses enfants en leur donnant des prénoms qui est une consonance française. Vous savez, j'avais été interrogé sur ce sujet
mal comprise d'ailleurs dans ce que j'avais pu dire, puisque j'avais été interrogé sur une question, il faut dire qu'il fallait la trouver, sur le calendrier, bon, et sans répondre à cette question précisément qui ne m'apparaissait pas intéressante, j'avais expliqué qu'il m'apparaissait que par le passé, c'est vrai que l'assimilation avait été facilitée par le fait de donner des prénoms aux enfants qui étaient d'origine étrangère en France. Ça avait été le cas sur toute une série d'immigration européenne. Je pense que c'est dans cet esprit-là que ses parents ont entendu changer peut-être le nom de leurs enfants. En tout cas, c'est une possibilité donnée par la loi. Et je regarderai avec intérêt quels étaient les arguments qui ont présidé à cette demande. On est exprimé en faveur d'un Small Business Act à la française pour aider les petites entreprises à devenir éventuellement de très grands groupes. Vous en êtes plus de la réflexion? Ah oui, moi j'ai toujours défendu cette position et je la défendrai pendant l'élection présidentielle. Bien sûr, je pense qu'il faut qu'il y ait une priorité d'accès aux PME et aux PMI françaises, et particulièrement, et même on peut se poser la question de savoir, à compétences égales, s'il ne doit pas y avoir une exclusivité d'accès dans les marchés publics. Ça paraît assez logique, mais je le sais, c'est totalement contraire aux traités européens. Ça me permet de remettre en cause le choix qui est fait de refuser le patriotisme économique dans notre pays et d'inscrire dans les traités non seulement le refus, mais l'interdiction de ce patriotisme économique. Le projet que je porte est évidemment exactement inverse. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Alors, Madame Le Pen, pour cette campagne sénatoriale, vous faites la porte-parole des opposants à la réforme des collectivités. Oui, je pense que cette... Marche. C'est plus nouveau. Et je pense qu'on a assisté non seulement à une dérive de la décentralisation, mais à une réforme territoriale qui vise en réalité à faire disparaître les petites communes, à retirer au maximum le pouvoir de décision aux élus que sont les maires de petites communes, que ceci va entraîner ou aggraver la désertification des zones rurales au bénéfice d'entités dont on sait très bien qu'elles servent plus le clientélisme que l'intérêt général et qu'elles participent de la création de nouvelles féodalités. Il m'apparaît donc qu'elle doit être combattue et comme évidemment l'UMP et le PS marchent dans ces domaines-là main dans la main, je ne vois pas bien quel autre choix peuvent avoir les élus qui s'y opposent que de se tourner vers les candidats du Front National. Quelle est votre réaction à ce nouveau signe de faiblesse de la zone euro, qui est la possibilité d'une nouvelle impulsion des États dans les banques européennes? On est en train de écoutez, je crois qu'on essaye par tous les moyens de gagner du temps, que ce temps va coûter une fortune aux différents peuples, que ceci sera parfaitement inutile, comme l'a été le plan de renflouement voté il y a quelques jours pour la Grèce de 15 milliards. Au moment même où on demandait aux Français de faire des sacrifices qui sont considérables, ça ne servira à rien. On ne reverra jamais cet argent. Ça ne sortira pas la Grèce de la situation dans laquelle elle est. Et ça risque même évidemment d'accélérer l'effet domino de la crise de la zone euro. L'euro est aujourd'hui un signe de guerre et non plus comme ces constructeurs l'avaient espéré un signe de paix. Aujourd'hui, l'hostilité monte entre les pays. Les pays du Nord commencent à critiquer violemment les pays du Sud. Le peuple allemand commence à critiquer vertement ceux qui tentent de lui imposer de nouveaux plans de renflouement. Je dis que l'euro aujourd'hui apporte la discorde, apporte l'hostilité entre les peuples et risque de mettre en danger la cohésion de notre vieux continent. Et je reviens donc à la seule proposition qui m'apparaît en même temps logique et susceptible de préserver la paix et l'entente entre nos pays. C'est un plan concerté, organisé, de sortie de l'euro avec nos partenaires européens, dont le couple franco-allemand doit prendre l'initiative. Et qui, je crois, continuera à l'être. Ça a été difficile en 2002, c'est le moins qu'on puisse dire, très difficile en 2007. Je considère que c'est un moment compliqué de la campagne. Je regrette juste de ne pas être comme les autres candidats.
c'est-à-dire de pouvoir tranquillement avoir les 500 parrainages, étant entendu que je crois quand même être représentative de millions de Français. Non, moi, on m'oblige à dépenser du temps, de l'énergie, de l'action, de pousser mes militants à être sur le terrain pour aller chercher les parrainages, plutôt que d'exprimer le projet qui est le mien. Je crois que c'est évidemment comment dire, un inconvénient, une sorte de boulet que l'on nous met au pied. Je demande évidemment aux maires de nous faciliter cette tâche. La relaxe éventuelle, la relaxe qu'on vient d'apprendre de Jacques Chirac, quelle est votre réaction? Non, on ne l'a pas encore apprise, parce que c'est... Que nous a apprise. Pour l'instant, ce ne sont que des réquisitions du parquet. Mais ça prouve que le pouvoir politique sollicite, espère en tout cas, la relaxe de M. Chirac, et je crois espère se libérer, tourner la page de ces affaires qui ont empoisonné la vie politique. Peut-être aussi que, compte tenu de l'ensemble des révélations qui sortent en ce moment, qu'à Rachid, à Kédjine, Djouri et j'en passe et des meilleurs, on n'a peut-être pas envie non plus de pousser les amis de Jacques Chirac à parler. Sur le serment d'allégeance, la question que vous avez posée tout à l'heure, concernant l'UMP qui veut proposer ça dans sa convention sur la défense, serment d'allégeance aux armes et aux naturalistes. Oui, mais je crois encore une fois que les serments, que les papiers ne sont pas susceptibles de régler le problème de l'échec aujourd'hui de l'intégration de jeunes Français d'origine étrangère qui ne se sentent pas ou pas assez appartenir à la nation française. Je pense qu'il faut réfléchir à autre chose. Ça me paraît assez utopique de penser qu'un simple serment suffise. Et puis cette américanisation de la vie politique, quel que soit le domaine, commence à m'agacer profondément. Est-ce que vous êtes favorable à la demande palestinienne de reconnaissance de l'État à l'ONU? Ah, c'est un sujet évidemment éminemment grave et sensible. Voilà, moi, mon opinion, c'est que ça fait maintenant des décennies que ça dure, que rien ne semble permettre d'aboutir à un semblant de commencement de chemin vers la paix. J'ai toujours plaidé, et le Front National a toujours plaidé, pour l'existence de deux États souverains, sécurisés, et je pense que cette reconnaissance de l'État palestinien pourrait être peut-être un pas en avant, avec évidemment la contrepartie que l'on demande aux États souverains, à savoir d'assurer sur leur territoire une véritable lutte contre le terrorisme dont on sait qu'il perturbe gravement la vie des Israéliens depuis de nombreuses années. Je pense que cette reconnaissance, loin d'être une provocation, peut être une chance. Le tout, c'est que l'État palestinien et l'État israélien s'appuient plutôt sur leurs modérés que sur leurs extrémistes. Un mot sur la volonté apparente de M. Bayrou de s'ériger en monsieur propre de la politique française. Écoutez, moi je suis heureuse quand j'entends un candidat à la présidentielle parler d'éthique. Je la crois nécessaire, évidemment. Je pense que M. Bayrou n'a pas beaucoup de difficultés à trouver un sujet de scandale dans les différentes affaires qui secouent la République, mais il me semble qu'il a aussi participé à un certain nombre de gouvernements qui ont commis en la matière des actes plutôt répréhensibles. Alors, il faut qu'il fasse son examen de conscience et peut-être celui de ses amis, ceux avec qui il a gouverné. Hier soir, sur le plateau de France 2, vous êtes trouvé en accord à nombreuses reprises avec Jérôme Cahuzac. Ça vous fait, je suis heureuse de voir que les socialistes reviennent à la raison. PS Front National qui est en train de se décider là? Non, je ne crois pas. Je crois que M. Cahuzac est quelqu'un de sérieux, il sait de quoi il parle. Même si nous avons des positions opposées, on l'a quand même vu. Sur le projet qui est le nôtre, lui est pour un fédéralisme, moi j'y suis radicalement opposé. Ça va être difficile pour vous d'affirmer votre différence, notamment sur la question des nationalisations temporaires, voire partielles. Ah, mais j'attends moi que le Parti Socialiste prenne position de manière officielle au travers de ses candidats sur ce sujet. Je ne suis pas sûr que ce soit si clair que ça dans leur esprit. En tout cas, dans le nôtre, ça l'est depuis longtemps. S'il se trouve qu'ils finissent par être d'accord avec nous, mais j'en serais ravi, moi. À chaque fois que j'arrive à convaincre quelqu'un, je m'en félicite.